un gars d'une petite ville dans les bois. Il s'avère qu'elle est millionnaire et qu'elle fuit un mariage arrangé. Pouvez-vous m'entendre? S'il vous plaît, réveillez-vous. Je ne vais pas vous laisser mourir ici. La pluie murmurait à travers les arbres, une brume constante tombant sur les routes tranquilles d'une petite ville de montagne, loin du bruit du monde. Les phares d'une vieille camionnette fendaient l'obscurité, illuminant l'asphalte luisant et l'épais brouillard qui s'enroulait dans les bois comme des doigts fantomatiques. À l'intérieur du camion, Gavin Monroe se pencha en avant sur son siège, les yeux plissés. Il était épuisé après un long service du soir à l'unique garage de la ville, ses mains portant encore la graisse et la saleté d'une douzaine de moteurs. Mais quelque chose devant attira son attention, un éclair de blanc, incongru. Affalé sur le bord de la route, son cœur s'emballa. Il ralentit, plissant les yeux à travers le pare-brise. Était-ce une personne? Il freina brusquement. Le camion dérapa légèrement sur la route mouillée avant de s'arrêter. Gavin sauta à bas du véhicule, ses bottes éclaboussant les flaques peu profondes. En s'approchant du bord de la route, son estomac se noua. Une femme gisait dans les broussailles, à moitié couverte de feuilles et de pluie. Elle portait ce qui ressemblait indubitablement à une robe de mariée, maintenant déchirée, trempée et tachée de boue et de sang. Ses pieds nus étaient éraflés et froids, sa peau pâle sous la faible lueur des phares du camion. « Oh, mon Dieu !» murmura Gavin en tombant à genoux à côté d'elle. « Eh, vous m'entendez? Tout va bien se passer. D'accord? Restez avec moi. » Il lui toucha doucement l'épaule, puis vérifia son pouls. Faible, mais présent. Il y avait une entaille sur son front, saignant paresseusement sur son visage, et sa cheville était tordue selon un angle contre nature. Elle avait traversé quelque chose de terrible. Ses instincts prirent le dessus, une mémoire musculaire datant d'il y a des années, lorsqu'il était bénévole pour l'équipe de sauvetage en montagne de la ville. Il attrapa la trousse de premier secours à l'arrière de son camion, se déplaçant avec précision malgré la panique qui lui montait à la gorge. « Je vous tiens », murmura-t-il en nettoyant la blessure sur son front et en la pansant rapidement avec de la gaze. « Vous êtes en sécurité maintenant, je vous le promets. » Il retira sa veste en flanelle et l'enveloppa étroitement autour d'elle. Son corps était glacial, tremblant contre le froid de la nuit. Elle ne se réveilla pas, mais un léger souffle s'échappa de ses lèvres, superficiel mais régulier. Gavin la souleva doucement dans ses bras, faisant attention à sa jambe. Elle était plus légère qu'il ne s'y attendait, fragile comme un oiseau à l'aile brisée. Il la plaça sur le siège passager de son camion, cala sa jambe du mieux qu'il put et claqua la portière avant de se précipiter du côté conducteur. L'hôpital local était à 15 minutes. Il conduisit comme un damné, jetant un coup d'œil sur elle toutes les quelques secondes, s'assurant que sa poitrine se soulevait et s'abaissait toujours. « Que vous est-il arrivé » marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Son visage était strié de pluie et de sang. Mais sous tout cela, il y avait quelque chose d'une délicatesse envoûtante chez elle, presque royale. Alors que les faibles lumières de la ville commençaient à apparaître à travers la brume, Gavin se pencha pour ajuster la veste autour de ses épaules, et c'est alors qu'il le remarqua. Un bracelet, en or, de conception simple, mais lourd et indubitablement cher. Il capta brièvement la lumière, révélant une petite gravure à l'intérieur, un symbole qui ressemblait à un serpent enroulé autour d'une fleur épanouie. Gavin fronça les sourcils. Ce n'était pas un logo de marque, pas quelque chose qu'il reconnaissait, mais c'était étrange, unique. Il s'engagea dans l'entrée des urgences de l'hôpital, klaxonnant 2 fois. Des infirmières se précipitèrent avec un brancard alors qu'il sautait du camion et leur faisait signe. « Elle est gravement blessée » dit-il rapidement. « Je l'ai trouvée près de la borne kilométrique 17, juste à côté des bois. On dirait qu'elle est tombée ou qu'elle a été. Je ne sais pas, mais elle est inconsciente, elle saigne. Sa jambe est peut-être cassée. » Les infirmières se déplacèrent rapidement, la soulevant avec un soin expert. Gavin les suivit à l'hôpital, mais s'arrêta à l'entrée de la salle d'urgence alors qu'elle l'emmenait. Sa poitrine se soulevait encore lourdement, trempée par la pluie. Pendant un instant, il resta là, la tempête extérieure faisant écho aux questions qui se bousculaient dans son esprit. Qui était-elle? Que faisait une femme en robe de mariée seule dans les bois par une nuit pareille? Et de quoi diable avait-elle fui? Les lumières fluorescentes de l'hôpital vacillèrent faiblement alors que les infirmières s'affairaient dans les couloirs stériles, mais Gavin le remarqua à peine. Il s'assit dans un coin de la salle d'attente,
les mains étroitement jointes, observant la porte de la salle de soins intensifs où ils avaient emmené la mystérieuse femme. Son jean était encore humide de pluie et l'odeur d'antiseptique le mettait encore plus mal à l'aise. Il était mécanicien, pas quelqu'un habitué aux hôpitaux ou au mystère. Une infirmière s'approcha finalement, un presse-papier à la main. « Elle est stable, dit-elle, commotion cérébrale mineure, lacération profonde au front et cheville démise. Mais elle a de la chance, vraiment de la chance. » Gavin se leva. « A-t-elle dit quelque chose? Savez-vous qui elle est? » L'infirmière secoua la tête. Pas de pièce d'identité, pas de téléphone, pas de sac à main, et aucun souvenir. Elle s'est réveillée brièvement, paniquée, à marmonner quelques mots que nous n'avons pas vraiment réussi à comprendre. Quel genre de mots? L'infirmière jeta un coup d'œil à ses notes. Voiture, poursuite, mariage, falaise. Cela n'avait pas beaucoup de sens. Elle est retombée inconsciente peu de temps après. Un frisson glacial parcourut l'échine de Gavin. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais cela le confirmait. Cette femme fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Plus tard dans la journée, la police arriva. Un jeune officier interrogea Gavin et recueillit les dépositions du personnel de l'hôpital. Après avoir passé ses empreintes digitales dans leur système et vérifié les bases de données des personnes disparues, l'officier revint avec une expression perplexe. « Il n'y a rien, dit-il, aucune correspondance pour ces empreintes, et il n'y a aucun signalement de mariés disparus, du moins pas encore. Il se pourrait qu'elle vienne d'un autre État, ou qu'elle n'ait jamais été signalée. Elle doit être quelqu'un, dit Gavin. Quelqu'un doit la chercher. » L'officier haussa les épaules. « Peut-être, nous allons continuer à creuser. Mais honnêtement, nous sommes débordés cette semaine. Si vous êtes prêt à garder un œil sur elle, nous vous en serions reconnaissants. L'assistante sociale est surchargée, et elle n'est ni mineure ni un danger pour elle-même ou pour les autres, du moins pour l'instant. » Ce n'était pas ainsi que Gavin avait imaginé sa semaine. Mais lorsqu'il entra dans la chambre d'hôpital et la regarda de nouveau, pâle contre les draps blancs, ce mystérieux bracelet en or toujours à son poignet, il sut qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller. Lorsqu'elle se réveilla de nouveau ce soir-là, ses yeux s'ouvrirent lentement en papillonnant. Ils étaient d'un gris profond et perçant. Elle le regarda, confuse et effrayée. « Et, dit-il doucement en s'approchant du lit, vous êtes en sécurité. Je m'appelle Gavin. Je vous ai trouvé au bord de la route la nuit dernière. Vous souvenez-vous de quelque chose ?» Elle cligna des yeux vers lui, luttant pour s'asseoir, puis grimaça à la douleur de sa cheville. Elle regarda autour d'elle, les lèvres entr'ouvertes comme si elle cherchait quelque chose dans l'air. « Yeah. Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas qui je suis. »« Ce n'est pas grave, » dit Gavin en attrapant une chaise. « Ne forcez pas. Reposez-vous. » Elle ferma les yeux, puis murmura. « Voiture. » Quelqu'un me poursuivait. Il y avait un mariage, puis une falaise. Je crois que je suis tombé. Vous portiez une robe de mariée, confirma Gavin en l'observant attentivement. Ses mains touchèrent instinctivement sa poitrine et ses bras comme pour sentir à nouveau le tissu, mais il avait disparu, remplacé par une blouse d'hôpital. Elle fronça les sourcils, confuse. En se rallongeant, son poignet tourna, et Gavin remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Un petit tatouage, juste sous son bracelet. « Unless. » Il sourit faiblement. « En attendant que vous vous souveniez de votre nom, que diriez-vous si je vous appelais Lily? Ça semble vous convenir. » Elle baissa les yeux sur le tatouage et hocha faiblement la tête. « D'accord, Lily. » Au cours des 2 jours suivants, il devint clair que Lily ne se remettait pas seulement d'un traumatisme physique. Les bruits forts la faisaient sursauter. Les lumières clignotantes la plongeaient dans la panique. Elle dormait mal, se réveillant trempée de sueur, les yeux écarquillés d'une terreur indicible. Les médecins soupçonnaient un trouble de stress post-traumatique, bien que sans connaître ses antécédents, ils ne pouvaient pas faire grand-chose de plus que la surveiller et la stabiliser. Sans pièce d'identité, sans antécédents médicaux et sans proches connus, Lily était effectivement un fantôme. L'hôpital ne pouvait pas la garder indéfiniment, et les services sociaux étaient débordés, alors quand Gavin proposa de la ramener chez lui et de s'occuper d'elle temporairement. Ils hésitèrent mais finirent par accepter, surtout avec l'approbation discrète de la police. La maison de Gavin était petite, nichée juste à l'extérieur de la ville, entourée de pins et de champs. C'était calme, simple et sûr. Il donna à Lily sa chambre d'amis, garda sa cheville surélevée et lui prépara des repas simples. Lentement, elle commença à parler davantage, mais jamais de son passé,
seulement de la façon dont tout lui semblait étrange et étranger. Puis vint la troisième nuit. Il était plus de minuit lorsque Gavin fut réveillé en sursaut par un cri. Pas seulement un cri effrayé, mais un cri primal et brut de peur et de douleur. Il se précipita dans le couloir et ouvrit brusquement la porte de Lily. Elle se débattait dans le lit, emmêlée dans les draps, les mains griffant l'air. « Non, arrêtez. Je ne l'épouserai pas. Laissez-moi partir. Vous aviez promis, Lily. » Gavin se précipita à ses côtés, lui agrippant les épaules. « C'est un rêve. Vous êtes en sécurité. Réveillez-vous. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement, des larmes coulant sur ses joues. Elle regarda autour d'elle, haletante. « Il a dit que je devais l'épouser, » murmura-t-elle, « parce que ma famille leur devait quelque chose. Je ne voulais pas. J'ai essayé de fuir. Il m'a attrapé. Il m'a traîné jusqu'à une voiture. J'ai sauté. Je crois que j'ai sauté. » Gavin déglutit difficilement. « Vous vous souvenez ?» Elle hocha lentement la tête, le visage pâle comme un linge. Je me souviens de son visage. Froid, comme s'il se fichait que je vive ou que je meure. Il a dit, « Vous l'épouserez. Votre famille nous doit quelque chose. Vous n'avez pas le choix. » Gavin s'assit à côté d'elle, silencieux pendant un long moment, puis posa doucement une main sur la sienne. « Vous avez le choix maintenant, Lily. Je ne sais pas qui il était ni ce que votre passé vous réserve, mais ici, vous êtes en sécurité. » Et pour la première fois, elle n'eut pas l'air de vouloir fuir. La guérison fut lente, mais constante. Le gonflement de la cheville de Lily diminua, et les ecchymoses sur ses bras passèrent de violet profond à de faibles traces jaunes. Chaque jour, elle devenait plus forte, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Pourtant, elle se déplaçait dans la maison de Gavin comme un fantôme dans une peau d'emprunt, polie, silencieuse, toujours à observer, toujours à se demander. Sa mémoire restait un puzzle, dont la plupart des pièces manquaient encore, mais de temps en temps, l'une d'elles se mettait en place. Cela commença par des rêves. Un matin, au petit-déjeuner, Lily remua distraitement son thé, les yeux dans le vague. « J'ai vu quelque chose, » murmura-t-elle, « la nuit dernière, dans mon sommeil. » Gavin leva les yeux des œufs qu'il brouillait. « Qu'avez-vous vu ? » ?»« Une pièce, grande, dorée, presque comme une salle de bal. Mais je ne dansais pas. J'y étais enfermé. Les fenêtres étaient hautes, les portes épaisses, et je portais une robe de mariée. Alessi frata les tempis, la voix tremblet. Il y avait quelqu'un là, une femme, plus âgée, élégante, mais froide. Elle n'arrêtait pas de dire que j'étais stupide, que je devais aller jusqu'au bout. Gavin posa la spatule et vint s'asseoir en face d'elle. « La connaissiez-vous ? » « Je crois que c'est ma mère. » Gavin lui tendit le petit carnet qu'ils utilisaient, un simple journal relié en cuir, où il l'encourageait à écrire tout ce dont elle se souvenait, noms, images, sentiments, n'importe quoi. Ensemble, ils avaient commencé à tout reconstituer comme un mystère qui se dévoilait lentement. Elle était en colère, murmura Lily en griffonnant le souvenir, mais pas effrayée. Elle n'essayait pas de me protéger, juste de me contrôler. Pendant les jours suivants, d'autres fragments firent surface. Un peigne en argent posé soigneusement sur une coiffeuse, le froid de gants de satin tirés sur des mains tremblantes, la voix d'un homme au téléphone, distante et autoritaire. Lily s'arrêtait au milieu d'une phrase, les yeux vitreux alors que les bribes de souvenirs revenaient. Puis elle se secouait, frustrée par le manque de clarté. Gavin restait patient. Il s'occupait pendant la journée avec son atelier de réparation, mais trouvait toujours le temps d'écouter. Le soir, il s'asseyait sur le porche sous le doux bourdonnement des grillons, l'air chaud les enveloppant comme une couverture. Puis, un samedi matin, ils allèrent en ville. La petite rue principale du centre-ville grouillait d'habitants. Il y avait un marché aux puces sur la place, et Gavin suggéra qu'ils prennent l'air et regardent. Lily hésita, mais s'accepta, enfilant une écharpe et des lunettes de soleil, même si la journée était nuageuse. Ils déambulèrent lentement entre les rangées de vieux livres, d'outils poussiéreux et d'écharpes tricotées à la main. Gavin s'arrêta pour parler avec un vendeur qu'il connaissait, tandis que Lily errait vers l'extrémité du terrain. Elle s'arrêta devant une vieille camionnette rouillée garée derrière un stand, le capot ouvert pour l'exposition dans le cadre d'une collection de voitures anciennes. La portière latérale portait un autocollant délavé, autrefois élégant, maintenant usé par le temps, un serpent noir enroulé autour d'une seule fleur blanche. Lily se figea. Ses yeux s'écarquillèrent alors que son souffle se coupait.
Un flot de souvenirs déferla dans son esprit. Un véhicule différent, une voiture de luxe noire et élégante filant à travers les bois, les arbres défilant à toute vitesse, les phares fondant l'obscurité. Le même logo sur le tableau de bord. Elle était à l'intérieur, les mains liées, la bouche sèche de peur. Elle avait crié, donné des coups de pied, supplié. L'homme sur le siège avant n'avait pas bronché. « Je vous l'ai dit, dit-il sans se retourner. Vous ne pouvez pas fuir ça. Vous lui appartenez maintenant. »« Non » s'écria Lily en reculant de la camionnette. Ses genoux fléchirent. Gavin entendit le cri et sprinta vers elle. Elle était par terre, tremblante, les yeux écarquillés de terreur. Il se laissa tomber à côté d'elle, lui agrippant les bras. « Lily, que s'est-il passé? Parlez-moi. »« Il m'a eu, » alta-t-elle. « Il m'a trouvé. Il m'a enfermé dans cette voiture. J'étais dans les bois. Il m'emmenait quelque part. Je ne voulais pas y aller. Je me suis débattu, j'ai crié, mais il ne voulait pas s'arrêter. Alors j'ai sauté. J'ai ouvert la portière et j'ai sauté alors qu'elle roulait. » Le visage de Gavin pâlit. « Jésus! Je me souviens des arbres, du bruit des roues sur le gravier. Puis, la chute. J'ai dû heurter les rochers. C'est comme ça que je me suis retrouvé là où vous m'avez trouvé. » Gavin l'aida à se relever, une main protectrice autour de son dos. Elle s'accrocha à lui, des larmes coulant sur son visage. « Ce n'était pas un accident, » dit-il lentement. « Vous étiez retenu contre votre volonté. » Lily hocha tête, tremblait. « Je devais me marier, mais pas parce que je le voulais. Parce qu'ils m'y ont forcé. Parce que ma famille avait besoin de quelque chose. De l'argent? Du pouvoir? Je ne sais pas. Je sais juste que j'étais une pièce sur un échiquier, pas une personne. » Gavin fixa le vieux logo sur la camionnette, son esprit tourbillonnant. Pendant tout ce temps, il avait supposé qu'elle était victime des circonstances, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais maintenant, la vérité devenait plus claire. Elle n'était pas seulement une fille perdue en robe de mariée. Elle était quelqu'un d'important. Quelqu'un que des gens étaient prêts à poursuivre, à piéger, à faire taire, et il n'avait pas cessé de chercher. Il se tourna vers elle, la voix ferme malgré la tempête dans sa poitrine. « Lily, qui que ce soit qui vous ait fait ça, ils vont revenir vous chercher. Mais vous n'êtes plus seule maintenant. Nous allons régler ça, je vous le promets. » Le soleil se levait à peine lorsque Gavin s'assit à la table de la cuisine, un café à la main, son ordinateur portable ouvert devant lui. Lily, Amelia, dormait enfin, se remettant du flashback qui l'avait secoué jusqu'au plus profond d'elle-même. Mais Gavin n'avait pas dormi. Quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus seulement d'aider une étrangère. Il avait besoin de savoir qui elle était vraiment et de quoi elle avait fui. Il commença à chercher en ligne. Marié disparu, disparition de mariage, rien d'utile. Puis il se souvint du logo, serpent et fleurs, et tapa logo serpent fleurs blason familial. Ce fut la percée. Une image apparut d'un gala à New York, un mur de marbre avec ce même blason derrière une foule de gens à l'allure puissante. Gala annuel de Richmond Holdings. Son cœur s'arrêta. Il cliqua plus loin et voilà, un titre. Eri Amelia Richmond disparaît, quelques heures avant un mariage de 12 millions de dollars. La photo montrait une jeune femme posée dans une robe de couturier, ses cheveux parfaits, son sourire forcé. Mais ses yeux, c'étaient les yeux de Lily, hantés, distants. L'article la nommait « Fille de Charles et Eleanor Richmond, fiancée à Henry Vail, PDG de Vail Enterprises ». Le mariage était censé fusionner les fortunes, réparer les dommages causés par des investissements étrangers ratés. Mais Amelia avait disparu la nuit précédant le mariage. Gavin se renversa en arrière, abasourdi. Pendant tout ce temps, Lily avait été au centre d'une tempête que personne n'avait vu venir. Il imprima l'article et le glissa dans leur carnet. Quand elle se réveillerait, il le lui montrerait, avec précaution, doucement. Plus tard dans la journée, Amelia le rejoignit dehors, portant une de ses vieilles chemises en flanelle. Sa cheville guérissait, elle avait l'air plus forte. « Curieux. Vous avez l'air de ne pas avoir dormi, » dit-elle en s'installant à côté de lui. « Je n'ai pas dormi, » répondit Gavin en lui tendant l'article. Elle le lut en silence. Lorsqu'elle atteignit la photo, ses doigts tremblèrent. Sa voix était douce mais assurée. « C'est moi. Gavin hocha la tête. Vous êtes Amelia Richmond. Votre famille est très riche. On dirait qu'il vous forçait à... » Un homme à la réputation douteuse. Elle fixa la page, puis ferma lentement les yeux. «
Je me souviens maintenant. Il se penka, écoutant. Ma mère ne s'est jamais souciée de l'amour, seulement des apparences. Après l'effondrement des affaires de mon père, elle a dit qu'Henri était notre seule issue. Son entreprise a proposé de nous sauver, mais seulement si je l'épousais. Sa voix se brisa. J'ai refusé. Je l'ai supplié. Elle n'a pas voulu écouter. Elle a dit que je devais ça à la famille. Gavin resta silencieux pendant qu'elle parlait, sa vérité se déversant. J'ai essayé de fuir la nuit, avant le mariage. J'avais un sac, un plan, mais quelqu'un a dû les prévenir. 2 hommes m'ont trouvé, les hommes d'Henri. Ils m'ont enfermé dans une voiture. J'ai crié, je me suis débattu. Personne n'est venu. Ils m'emmenaient dans une propriété privée pour terminer la cérémonie, en secret. Quand j'ai vu un virage serré, j'ai saisi ma chance. J'ai ouvert la portière, j'ai sauté. J'ai heurté les rochers. Tout est devenu noir. C'est là que je vous ai trouvé, dit doucement Gavin. Elle hocha la tête. Vous m'avez sauvé. Ils restèrent assis un moment en silence. Les arbres bruissaient dans la brise. La vie, d'une manière ou d'une autre, continuait. Et maintenant, demanda Gavin. Elle regarda vers les bois, les yeux calmes. Je ne sais pas, mais pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir le choix. Et pour Gavin, c'était tout. Dans les semaines qui suivirent, Amélia tomba dans un rythme qu'elle n'avait jamais connu auparavant. C'était simple, calme et profondément curatif. Le doux grincement de la balançoire du porche le matin, la façon dont la lumière du soleil filtrait à travers les pins autour de la cabane de Gavin, l'odeur du café qui infusait et le son lointain des oiseaux qui appelaient dans les bois. Ici, le temps semblait ralentir, et pour la première fois de sa vie, elle avait de l'espace pour respirer. Gavin avait une manière douce d'être présent sans insister. Il ne l'inondait pas de questions ni ne la traitait comme une chose fragile. Il lui donnait des tâches, petites et régulières. Un matin, il lui apprit à pétrir la pâte pour les biscuits, ses mains guidant les siennes jusqu'à ce que la farine recouvre ses doigts. Un autre après-midi, il lui montra comment changer l'huile de son camion, son rire pétillant alors que la graisse maculait sa joue. « Je n'aurais jamais pensé faire ça un jour », dit-elle un jour, en regardant ses mains, maintenant plus rugueuses qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'elles puissent l'être. « Quoi ? Faire de la pâtisserie ou réparer un carburateur ?» la taquina Gavin. « Vivre », répondit-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « Vivre comme ça. » Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder les lucioles danser dans les hautes herbes, Amélia se mit à pleurer. Pas les sanglots bruyants et frénétiques de quelqu'un qui a peur, mais des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues alors que son cœur s'ouvrait enfin. « Je ne sais pas quel genre de vie j'avais avant, » dit-elle, « mais je sais que je n'ai jamais été aussi libre, jamais aussi réel. » Gavin se tourna vers elle, la voix douce. « Vous méritez de vous sentir en sécurité. Vous méritez d'être qui vous voulez être, pas celle qu'ils ont décidée pour vous. » Leurs yeux se rencontrèrent dans le silence du crépuscule, et bien qu'aucun autre mot ne fut prononcé, quelque chose changea entre eux, tacite, fragile et vrai. Mais la paix n'est jamais sur longtemps. Cela commença par de petites choses. Une voiture garée trop longtemps à la station-service, un homme avec des lunettes de soleil parcourant les étagères de l'épicerie générale, mais n'achetant jamais rien. Au début, Gavin n'y prêta pas attention. Des touristes passent tout le temps, des randonneurs, des chasseurs, des photographes. Mais quelque chose chez cet homme ne lui plaisait pas. Gavin le revit devant le bureau de poste, faisant semblant de lire un prospectus tout en jetant des regards trop fréquents vers la rue. Ses vêtements étaient trop neufs, ses bottes trop propres pour quelqu'un prétendant faire de la randonnée. Et puis, ce soir-là, Gavin remarqua l'homme devant le restaurant, assis près de la fenêtre, tenant une tasse de café qui avait refroidi depuis longtemps. Les instincts de Gavin s'aiguisèrent. Il avait appris à faire confiance à son intuition. Et cette fois, son intuition hurlait au danger. Il ne le dit pas tout de suite à Amélia. Il ne voulait pas l'inquiéter, à moins d'en être sûr. Mais il commença à l'accompagner au marché, s'attardant un peu plus longtemps à ses côtés. Il gardait une barre à mine sous le siège de son camion et vérifiait les serrures, 2 fois avant de se coucher. Le point de rupture arriva 3 jours plus tard. Amélia et Gavin étaient à la quincaillerie locale, choisissant de la peinture pour le porche. Elle riait, vraiment riait, en essayant de choisir entre des nuances de bleu. Puis elle s'arrêta net, les yeux fixés sur quelqu'un juste devant la fenêtre. Gavin suivit son regard. C'était l'homme, et le visage d'Amélia perdit toute couleur. « C'est lui, murmura-t-elle, de la voiture, de mon rêve. »
C'est un des hommes d'Henri, un garde du corps, je me souviens maintenant. Il était là quand ils m'ont emmené. L'homme croire de Gavin S. Sarah. Restez ici. Il sortit, l'air décontracté mais concentré. L'homme s'était déjà retourné et avait commencé à descendre la rue. Gavin le suivit, gardant ses distances, serpentant entre les voitures garées et les devantures de magasins. Il regarda l'homme s'arrêter près d'un SUV noir aux vitres teintées et sortir un téléphone. Il parlait à voix basse, jetant un coup d'œil en arrière vers le magasin. Gavin se rapprocha, faisant attention à rester hors de vue, et écouta. Identification positive. Oui, elle est ici. On dirait qu'elle est avec quelqu'un du coin. L'estomac de Gavin s'énoua. Il recula discrètement et retourna au magasin. Amelia était près de la porte, les yeux hagards. Ils savent, dit-il simplement. Ils vous ont peut-être trouvé. La panique vacilla dans ses yeux, mais elle se ressaisit. Que faisons-nous? Gavin lui prit la main, l'entraînant vers le camion. On s'en bat. Ce soir. Alors qu'il s'éloignait du magasin, Gavin jeta un coup d'œil à Amelia. Elle regardait par la fenêtre, le visage empreint de détermination. Je ne peux pas y retourner, murmura-t-elle. Je ne serai plus échangé. Vous ne le serez pas, dit-il. Je vous le promets, Amelia. Nous allons garder une longueur d'avance. Et quelque part derrière eux, dans le reflet du rétroviseur, le SUV noir sortit lentement du parking. La tension flottait, épaisse, dans la cabane, comme un orage sur le point d'éclater. Gavin se tenait près de l'évier de la cuisine, les bras croisés, les yeux sombres d'inquiétude. De l'autre côté de la pièce, Amelia faisait les 100 pas, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de calmer sa respiration. « Nous ne pouvons pas rester ici, Gavin, dit-elle, la voix ferme mais lourde de peur. Vous l'avez vu. Il se rapproche. Je sais, répondit-il, la mâchoire serrée. Mais fuir éternellement? Ce n'est pas vivre, Amelia. Vous méritez mieux que de vous cacher dans l'ombre. Et si rester signifie qu'ils me prennent? Rétorqua-t-elle. Et s'ils vous prennent? Je ne pourrai pas survivre à ça. Gavin se détourna, agrippant le bord du comptoir. Vous croyez que je veux vous perdre? Vous croyez que je n'ai pas pensé à ce qui arriverait s'il nous retrouvait? Elle traversa la pièce vers lui, la voix plus calme maintenant. Je ne veux pas fuir non plus. Mais je veux que vous soyez en sécurité. Peu m'importe si je dois vivre dans les bois, changer de nom ou disparaître de toutes les cartes du monde tant que vous êtes avec moi. Il baissa les yeux sur elle, tiraillé entre la colère et l'amour, la peur et quelque chose de plus profond. Vous ne devriez pas avoir à vivre comme ça. Je l'ai déjà fait, murmura-t-elle, dans un manoir, avec tout le luxe et pas un seul instant de liberté. Ce n'était pas vivre. Ça, ce que nous avons, ça l'est. Un long silence s'étira entre eux, rompu seulement par le bruit lointain du tonnerre. Puis Gavin soupira, passant une main dans ses cheveux. D'accord, dit-il finalement, on y va, ce soir. Ils voyagèrent légers, juste assez pour s'en sortir. Amelia emporta le carnet avec ses souvenirs, la chemise en flanelle que Gavin lui avait donnée et le petit bracelet en or qu'elle avait autrefois essayé d'oublier. Gavin apporta des outils, des lampes de poche, de l'argent de sa réserve d'urgence. Ils venaient juste de commencer à charger le camion quand ils l'entendirent. Un moteur de voiture, lent, prudent. La cabane était loin de la ville. Personne ne montait par ici, à moins de savoir exactement où ils allaient. Gavin attrapa, Allah, main dit Amelia. Partez, maintenant. Ils se faufilèrent par l'arrière et dans la forêt alors que la pluie commençait à tomber, doucement d'abord, puis plus fort à chaque pas qu'ils faisaient. Les arbres les engloutirent, leurs ombres s'étirant longuement dans les éclairs au-dessus. Derrière eux, une porte claqua et des bruits de pas résonnèrent dans l'herbe mouillée. « Il est ici » halta Amelia en trébuchant sur une racine. « C'est lui. » Gavin resserra sa prise, l'entraînant. « Continuez à bouger. On peut le semer dans les bois. » Ils coururent plus profondément, le sol de la forêt glissant sous leurs pieds, les branches leur giflant le visage et les bras. Le tonnerre craqua au-dessus, comme si le ciel lui-même se brisait. La pluie tombait plus fort, les aveuglant. Puis Amelia glissa, son pied se tordit sous elle, et elle cria, s'effondrant dans la boue. Gavin se laissa tomber à côté d'elle. « Êtes-vous blessé ?» Elle hocha la tête, les dents serrées de douleur. « Machiavel encore !» Il n'hésita pas. Sans un mot, il la souleva dans ses bras, le poids familier, faisant écho à cette nuit, des semaines auparavant, où c'était elle qui était inconsciente, perdue et brisée. Mais maintenant, elle était éveillée,
s'agrippant à lui, non seulement survivant, mais choisissant de se battre. Tenez bon, dit-il, la voix basse. Je vous tiens. Ils se déplacèrent sous l'averse, les pas de Gavin, lents mais assurés. La forêt était vivante de bruit, le vent rugissant à travers les arbres, le claquement lointain de brindilles derrière eux. Quelqu'un suivait. Amelia enfouit son visage dans son épaule. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Je ne voulais pas vous ralentir. Vous ne l'avez pas fait, dit-il avec férocité. Vous êtes la raison pour laquelle je continue d'avancer. Ils atteignirent une crête et se réfugièrent sous un affleurement rocheux, à moitié à l'abri de la tempête. Gavin la déposa doucement, vérifiant sa cheville. Elle enflait rapidement. « Nous devons continuer, dit-elle en frissonnant. Pas avant que vous ne puissiez marcher, dit-il en retirant sa veste et en l'enveloppant autour d'elle. Au loin, le son d'une voix appela à travers les arbres, bas, calme, professionnel. « Amelia, nous ne voulons pas vous faire de mal. Revenez maintenant et tout cela se terminera pacifiquement. » Elle tressaillit. Gavin se pencha près d'elle, son front reposant contre le sien. « Laissons-les croire qu'ils sont proches. Nous reviendrons sur nos pas à la première heure. » Amelia hocha la tête, ses mains agrippant sa chemise. Ils restèrent assis là, trempés jusqu'aux os, le cœur battant à l'unisson. Et malgré le danger, malgré la tempête, ils s'accrochèrent à la seule chose dont ils pouvaient être sûrs, l'un l'autre. La pluie avait cessé au matin, laissant la forêt lavée et silencieuse. Gavin porta Amelia à travers la dernière étendue d'arbres jusqu'à ce que le contour d'une petite cabane usée par le temps apparaisse. Elle était cachée au cœur des collines, entourée de pierres couvertes de mousse et de grands pins se balançant doucement dans le vent. L'endroit appartenait à un ami de Gavin qui l'utilisait pour des voyages de chasse, isolé, calme et hors réseau. À l'intérieur, ça sentait le vieux cèdre et la poussière, mais c'était sec et sûr, et pour l'instant, c'était suffisant. Gavin fit un feu pendant qu'Amelia se reposait, sa cheville blessée surélevée sur une pile de couverture. Elle le regardait se déplacer dans l'espace avec aisance, ses mains stables même après le chaos de la nuit précédente. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa présence, quelque chose qui calmait la tempête qui tourbillonnait encore en elle. Ils passèrent 2 jours là, laissant le monde tourner à l'extérieur pendant qu'ils guérissaient. Le 3e matin, Amelia se tenait près de la fenêtre, regardant la brume s'enrouler entre les arbres. « Je dois y retourner, » dit-elle doucement. Gavin leva les yeux de l'endroit où il pensait sa cheville. « Quoi ? Je ne peux pas me cacher éternellement. Je pensais que fuir me sauverait, mais tout ce que cela a fait, c'est retarder le combat. Je dois les affronter, ma mère, Henri. Tout ça, » il se leva lentement, se dépoussiérant les mains. « Vous ne leur devez rien. Je sais, » dit-elle en se tournant vers lui, « mais je me dois la vérité. Je dois me tenir devant eux et leur montrer que je ne suis plus à eux pour qu'ils me contrôlent. Je ne suis pas une monnaie d'échange ni un actif. Je suis une personne, et si cela signifie tout abandonner, alors qu'il en soit ainsi. » Gavin s'approcha, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Il tendit la main, glissant doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Alors, je viens avec vous. Vous n'êtes pas obligé, je sais, je ne le suis pas, mais je veux. Vous ne ferez pas ça seule, Amelia. » Ses yeux brillèrent, mais elle sourit, un petit sourire courageux qui atteignit jusqu'à son âme. 3 jours plus tard, ils arrivèrent en ville. C'était comme entrer dans un autre monde. Des immeubles imposants, du verre poli, des voitures de luxe qui ronronnaient silencieusement dans les rues. Le monde d'Amelia, mais un monde auquel elle n'appartenait plus. Ils s'arrêtèrent devant le domaine des Richemont dans une berline empruntée. Gavin se gara devant les grilles pendant qu'Amelia reprenait son souffle. Se ressaisissant, elle portait des vêtements simples, des lignes épurées, pas de bijoux, pas de maquillage. Sa seule présence était sa déclaration. Le majordome parut stupéfait en ouvrant la porte. « Mademoiselle Richmond, nous pensions que vous étiez. Dites à ma mère et à Henri que je suis là, » dit-elle calmement. En quelques minutes, elle se tenait dans le grand salon, face aux 2 personnes qui avaient enfaçonné sa vie par le silence et l'attente. Éléanore Richemont était assise, le dos raide, sur un canapé en velours, l'expression crispée, les lèvres pincées. Henri Val se tenait à proximité, les mains dans les poches, son attitude inchangée, suffisante, froide, calculatrice. « Vous avez causé un sacré bazar, » dit sèchement Éléanore. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous nous avez coûté ? » « Je sais exactement ce que ça a coûté, » répondit Amelia, « et j'en ai fini de payer pour vos erreurs. » Henry Glausa.
est censé être une sorte de déclaration. Vous disparaissez, et maintenant quoi? Vous vous attendez à des applaudissements? Je n'attends rien de vous, dit-elle. Je suis venu dire ça en face. Je ne vous épouserai pas. Jamais. Et si mon héritage, mon titre, ma place dans cette famille dépendent d'être votre pion, alors j'y renonce. Éléanore se leva, la fureur montant dans ses yeux. Ne soyez pas stupide, Amelia. Vous tournez le dos à tout. Non, dit Amelia, la voix ferme. Je marche vers quelque chose, vers une vie qui est la mienne, sans chaîne, sans honte. Et se avance. Vous croyez que cet homme avec qui vous vous êtes enfui peut vous protéger? Vous ne serez rien sans cette famille, pauvre, oubliée. Amelia croisa son regard, sans broncher. Alors je serai pauvre, et libre, et aimé, ce qui est plus que ce que j'ai jamais eu de l'un ou l'autre d'entre vous. Le silence tomba, tendu, final. Elle se retourna et sortit, ses pas assurés. Dehors, Gavin attendait près de la voiture, ses yeux cherchant les siens. Alors, demanda-t-il. Elle expira profondément. C'est fini. J'ai tout laissé derrière moi. Il sourit, la fierté et l'admiration brillant à travers. Bien. Maintenant, nous pouvons commencer quelque chose de nouveau. Et elle sut avec une certitude absolue que cette fois, la vie à venir serait la sienne. Un an plus tard, la ville avait retrouvé son rythme tranquille, enveloppé dans l'air vif et doré du début de l'automne. Au coin de Main Street, un petit café appelé Lily et Chêne se dressait, chaleureux et accueillant, du lierre s'enroulant autour de l'enseigne peinte à la main au-dessus de la porte. À l'intérieur, Amelia Richemont, qui n'était plus héritière, ni fugitive, travaillait derrière le comptoir, une fleur sur la joue et les manches retroussées. Elle se déplaçait avec détermination, riant en passant des brioches à la cannelle aux habitués et en annonçant les commandes à la cuisine. Le café était rempli de musique, de conversation et du confort de quelque chose de réel. De l'autre côté de la rue, le garage de Gavin, Monroe Auto et Réparation, bourdonnait d'un travail constant. Il avait enfin ouvert l'atelier de ses rêves, avec de l'espace pour enseigner aux adolescents locaux et suffisamment de place pour reconstruire de vieux moteurs. Les habitants le soutenaient non pas pour la forme, mais parce qu'il était fiable, gentil et toujours prêt à donner un coup de main. Certains après-midi, Gavin traversait pour le déjeuner, la graisse encore sur les mains, juste pour voir le sourire d'Amelia. Et chaque fois, elle souriait comme s'il avait apporté le soleil avec lui. Ils avaient construit leur vie lentement, sur des matins tranquilles, un travail honnête et la guérison. Amelia faisait encore parfois des cauchemars, mais elle ne se réveillait plus seule. Et dans cet endroit, avec ces gens, elle était devenue quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir être, connue et aimée, pour qui elle était vraiment. La ville l'avait pleinement adoptée, personne ne posait trop de questions. Ils lui apportaient des tartes, partageaient des ragots et l'intégraient à leur journée. Elle n'était plus mademoiselle Richemont, juste Amelia, la femme qui faisait les meilleurs scones au citron de la vallée et se souvenait de votre commande de café par cœur. Puis vint le jour qu'ils attendaient. Le soleil du matin se leva sur les collines, projetant une douce lumière sur une petite clairière derrière le café. Des fleurs sauvages entouraient une arche en bois nouée d'un ruban blanc. De simples chaises pliantes étaient disposées en rangées. Pas de photographe, pas de spectacle, juste la communauté, juste le cœur. Amelia sortit et scintilla doucement dans la brise. Une couronne de marguerites reposait sur sa tête, et ses yeux étaient clairs et calmes. Gavin se tenait sous l'arche dans un costume simple, souriant de la même manière que le jour où il l'avait trouvé sur la route. La cérémonie fut brève, mais pleine d'émotion. Le pasteur local parla d'amour, construit sur la vérité. Les invités, fermiers, boulangers, enseignants, s'essuyèrent les yeux et applaudirent lorsqu'ils s'embrassèrent. Quand vint le moment des vœux, Gavin lui tint les mains et dit « Quand je vous ai trouvé pour la première fois, vous étiez perdu, mais je crois que je l'étais aussi. Quelque part en chemin, vous êtes devenu ma boussole. » La voix d'Amelia vacilla d'émotion. « Vous m'avez vu pour plus que mon nom, plus que mon passé. Avec vous, je suis devenu quelqu'un que j'aime vraiment être. » Il n'y avait pas de grandeur, pas de gros titres, juste de la joie, juste de l'amour. Alors que le soleil plongeait sous les arbres, Amelia pose. À sa tête sur la poitrine de danse, pieds nus sur l'herbe, des lucioles scintillant tout autour d'eux. « Est-ce que ça vous manque parfois ?» demanda au semen Gavin. Elle sourit et lui embrassa la mâchoire. Pas même un peu. Et dans ce moment tranquille, Amelia sut qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle avait cherché depuis toujours, un foyer.
Et ainsi, d'une nuit d'orage dans les bois à une colline ensoleillée dans une ville tranquille, le voyage d'Amélia nous rappelle que la richesse la plus vraie ne se mesure pas en dollars ou en diamants, mais en liberté, en amour et dans les personnes qui choisissent de se tenir à nos côtés lorsque nous sommes perdus. Son histoire ne parle pas seulement de fuir une vie qui n'était pas la sienne, elle parle de courir vers quelque chose de réel. Et peut-être, juste peut-être, est-ce un rappel pour nous tous que parfois les détours les plus inattendus nous mènent exactement là où nous sommes censés être. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a fait croire aux secondes chances, ou vous a rappelé le pouvoir tranquille de l'amour et de la résilience, nous vous invitons à rejoindre notre communauté grandissante. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire émouvante. Bienvenue sur Histoire émouvante, où chaque histoire est un voyage vers le cœur.